figurez-vous qu'en 2025, on ne peut pas dire où nous sommes. Parce qu'on ne peut pas savoir, hein. Peut-être que le gérant, ça sera peut-être la dernière fois qu'il nous reçoit. C'est pas grave, on trouvera d'autres salles. Et s'il y a des mécènes dans la salle pour nous en acheter une, comme ça au moins, on pourra, on pourra faire tout ce qu'on veut. Pierre Jovanovic et sa maison d'édition ont été perquisitionnés il y a quelques jours à 1 heure du matin par une quinzaine de personnes lourdement armées. Il faut savoir que Pierre va sortir un livre qui parle de la crise de 2008 et notamment comment le gouvernement français et les autres gouvernements ont pillé le contribuable pour renflouer les plus grandes banques. Avant ça, il y avait eu, vous vous en souvenez peut-être, en 2022, Virginia Rocco Recchia, qui avait été perquisitionnée un matin à 6h40, 6 véhicules avec 2 personnes donc par véhicule, donc 12 personnes étaient arrivées chez elle. Rappelez-vous, c'est elle qui avait fait le rapport, elle était l'auteur du rapport Dictature 2020, terrorisme d'État, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et crimes contre l'humanité. Alors, le 19 septembre 2023, la journaliste Ariane Lavrieux est perquisitionnée par des agents de la DGSI. Je rappelle que DGSI, c'est normalement pour lutter contre le terrorisme, est mise au cachot pendant 39 heures. Ils essayent de lui soutirer ses sources car elle a pu montrer que en Égypte, les avions militaires français qui normalement sont là pour lutter contre le terrorisme, au fait, étaient au service du dictateur du général hein, Al-Sisi. Alors, on sait aussi que Natacha Ray, pour avoir travaillé sur le sexe de la première dame, dont on ne sait toujours pas lequel c'est, mais bon, a été a été très embêtée. Et je pense que Thierry il nous le dira aussi, a dû à un moment donné recourir à des gardes du corps et a été menacé. Voilà. Et nous, bon, c'est à un autre niveau. On n'a pas encore la DGSI, c'est nous, je veux dire les services de la sûreté belge, mais on devait normalement faire cette soirée à la Rotonde. Et Olivier Minguin, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, pour les Français, c'est une commune qui nous suit, c'est une commune de Bruxelles, qui vient de créer un nouveau parti qui s'appelle Libre. Euh, 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 ça, ça ne s'invente pas, ça ne s'invente pas. Euh, libre et responsable pour nous. Pas pour les autres. Et donc, nous a fait quelques jours avant un arrêté du bourgmestre. Donc, il a tout arrêté. Et je le cite juste, il est pas Thierry, hein. Considérant que Monsieur Thierry Messon est l'auteur de plusieurs livres dans lesquels il développe diverses théories qualifiées, notamment par la presse. C'est la presse qui qualifie de complotiste ou de conspirationniste et partage son admiration pour des régimes tels que ceux de Kadhafi, de Bachar al-Assad ou de Poutine, considérant qu'il est notamment l'auteur de 11 septembre 2001, L'effroyable imposture, considérant, je vous lis pas tout, hein, que l'article de presse du journal Libération, ainsi que l'article paru sur Street Press et l'article de presse du hein, intitulé Conspirationniste Thierry Messant, Le Maître à Fosset, sont déposés au dossier administratif. Vu le rapport des services de police, oui, c'est un cercle où ils s'auto-entretiennent. Hein. Les médias ont dit que Thierry Messant était un complotiste parce que les politiques l'ont dit et les politiques le disent parce que la police a dit qu'il était dangereux. Voilà. Et donc, entre eux, ils nous interdisent, j'en rigole, mais c'est quand même incroyable qu'on ne peut pas faire une conférence dans une salle communale où les élus sont quand même choisis encore par les élections. Et Olivier Minguin décide comme ça de nous interdire une salle. Ça nous crée quand même quelques problèmes parce que vous avez vu que uniquement ceux qui réservent peuvent avoir le nom de la salle. Tous les autres qui voulaient venir sans réserver, ben, ils peuvent pas venir. Voilà, donc je pense qu'on est véritablement dans un système profondément totalitaire et les petits capots comme Olivier Guérin, ces nazillons des journaux, à la tête des journaux, sont prêts à nous faire fusiller quand le contexte sera là. Pour l'instant, ils prennent des mesures comme les interdictions, mais plus tard, ça ira plus loin. Donc, faisons tout pour empêcher ça, unissons-nous et voilà. Je donne la parole à Bernard Vanham qui va juste faire une petite présentation de la structure de la soirée. Ça va durer 1h30. Après 30 minutes de questions-débat, on prendra le micro pour arrêter ceux qui posent des questions de 10 minutes 30. Ça va des questions concises parce que voilà, Thierry vient d'Orléans pour nous parler et on le remercie encore. Voilà, merci. Voilà, bonsoir à tous. Donc, cette conférence dont le titre est donc Géopolitique d'un monde en mutation. Donc, elle sera structurée en trois parties principales. La première partie concerne, je dirais, la présence au pouvoir dans plusieurs pays et en particulier donc en Ukraine, en Israël et au Japon, de groupes qui professent une division de l'humanité en races hiérarchisées. La deuxième partie concernera plutôt la thalassocratie britannique. Donc, c'est la politique britannique de division, de diviser pour régner.
Et la troisième partie concernera donc les réponses de Donald Trump, de Vladimir Poutine et de Xi Jinping, qui tentent chacun dans leur pays d'apporter à ces faiseurs de guerre, je dirais, une réponse en termes d'égalité entre les hommes. Donc voilà la structure. Et je vous rappelle encore, donc après, vous aurez pendant une demi-heure la possibilité donc d'interroger Thierry. Voilà, merci bien. J'ai oublié de, j'ai oublié de remercier Francis et son épouse qui nous accueillent. Ils savent pas tous les risques qu'ils prennent. Je déconne, hein. J'exagère. Donc, n'oubliez pas, le bar est ouvert pendant la conférence aussi, sans faire trop de bruit. Le bar est ouvert après. Voilà. Merci encore vraiment. Bonsoir à tous. Euh, le thème qui m'a été demandé, c'est géopolitique d'un monde en mutation. Alors, j'aurais pu faire un exposé sur les différentes théories géopolitiques que l'on développe habituellement depuis Mackinder jusqu'au plus récent, mais ça, c'est très universitaire et ça ne correspond pas au monde actuel. Ça permet d'expliquer très bien les deux dernières guerres mondiales, mais pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi, je vais vous parler à partir de mon expérience. J'ai travaillé avec 5 chefs d'État différents, avec Hugo Chavez au Venezuela, Sheikh Khalifa aux Émirats arabes unis, euh, avec Mahmoud Ahmadinejad en Iran, avec Muammar Kadhafi en Libye et avec Bachar el-Assad en Syrie. Euh, dans ces expériences, chaque fois, je me suis heurté aux mêmes adversaires. Donc au début, j'étais surpris, mais à la fin, je pouvais anticiper ce qui allait se passer parce que c'était toujours leur même manière d'agir. Euh, je suis rentré en France il y a 3 ans et j'ai commencé à, à pouvoir avoir le temps de chercher comment ces groupes s'étaient constitués, quelles étaient leur idéologie et leur histoire. Donc, tout à l'heure, en introduisant, Bernard a dit que oui, actuellement, aujourd'hui, il y a des groupes qui se réclament du fascisme et parfois même du nazisme, qui participent au pouvoir aussi bien en Ukraine, en Israël qu'au Japon. Donc, dans la presse, personne ne parle de ça. Quand je dis qu'ils se réclament du fascisme, c'est quoi le fascisme? En réalité, ça n'est pas une politique. Vous savez, après la Première Guerre mondiale, il y a eu des mouvements artistiques partout. Et en Italie, il y a eu un mouvement artistique qui s'inspirait du passé glorieux de l'Italie. Donc ce mouvement artistique a été suivi par des gens qui ont joué c'est un jeu de rôle, ils ont joué à être dans l'Empire romain. Alors, il se trouve que le l'amant de la grande critique littéraire, de la grande critique artistique de ce mouvement, son amant, c'était le représentant, c'est un communiste, le représentant de Lénine en Italie. Alors, aujourd'hui, vous savez même pas qu'il avait été le représentant de Lénine en Italie, c'est Benito Mussolini. Donc, au début, quand il a commencé à être fasciste, c'était juste un jeu de rôle, comme des gosses qui jouent à n'importe quel rôle, comme on voit aujourd'hui. Ce qu'il a fait en Italie a eu un prolongement dans toute l'Europe. Mais il y avait déjà des mouvements fascistes avant qu'il n'arrive au pouvoir. D'abord, c'était comme des gosses qui partout font des jeux de rôle. Alors ils s'habillaient, ils aimaient bien
avoir des bottes et des chemises brunes, voilà. Bon, chacun sa manière de jouer à ces choses-là. Le problème, c'est que euh, quand on joue un rôle et que l'on confond un jeu avec de la politique, lorsqu'il y a des problèmes, on n'a pas de solution. La seule solution, c'est la violence. Et donc ces groupes ont très vite dérivé vers des formes de violence indicibles, vraiment. Et au moment où la guerre mondiale s'est déclenchée, ces groupes se sont unis. Donc d'abord, les nazis, qui ne sont pas seulement des fascistes, mais qui aussi ont une idéologie basée sur la science. Donc, ça fait rire aujourd'hui, mais à l'époque, la science enseignée, c'était enseigné à l'Institut du Kaiser Wilhelm II, l'équivalent du CNRS français aujourd'hui, on enseignait que l'humanité était divisée en races. Et divisée en races, ça veut dire que il n'est pas possible d'avoir des enfants entre différentes races. Donc il ne peut pas y avoir de métis, ça n'est pas possible. Donc on enseignait ça dans les universités. Hein. Donc dites-vous que les bêtises qu'on enseigne aujourd'hui à l'université, c'est pas neuf de dire des bêtises. L'exemple du Japon, au Japon, il y avait un mouvement qui, lui, s'inspirait des anciens samouraïs et parlait de l'impérialisme japonais qu'ils ont mis en œuvre bien avant l'Italie et l'Allemagne, puisqu'ils ont attaqué la Corée et la Chine. Et la guerre mondiale n'a pas commencé en Europe, elle a commencé en Asie avec ses invasions. Donc c'est pas du tout en 1939 que ça a commencé, mais 10 ans plus tôt. Et l'Italie, donc là vous connaissez, c'est un exemple assez simple puisque la seule chose qu'il a fait, c'est d'aller conquérir l'Érythrée et la Libye, mais l'Italie n'est pas un exemple de conquête extérieure important. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs groupes qui viennent de cette époque en ligne directe. On va voir, on peut les suivre. D'abord, je voudrais parler des sionistes révisionnistes. Alors, les sionistes révisionnistes, ça n'a rien à voir avec les sionistes tout court. Les sionistes tout court se réclament de Théodore Herzl. En fait, ils sont porteurs d'un projet qui est plus ou moins un projet colonial du 19e siècle, c'est pas très original, mais pour installer la diaspora juive qui n'a pas de patrie. Donc c'est à la fois un projet colonial et un projet nationaliste. La personne importante qui va créer le sionisme révisionniste, c'est un certain Jabotinsky. Donc lui, c'est un Ukrainien. Alors ce monsieur Jabotinsky, lui, il avait en tête l'héritage de l'empire khazar, puisqu'il y a eu un empire juif dans le Caucase. Il y a de ça très longtemps, mais l'Ukraine a fait partie de cet empire juif. Lui, il a le projet de restaurer ça. Mais il développe ce projet à un moment où, en Ukraine, se développe un mouvement fasciste. Il va se sentir très à l'aise avec eux, ça va être ses alliés. Et il a un problème parce que ces fascistes sont antisémites et lui est juif. Donc, en fait, il va faire une alliance. Il va faire une alliance avec
les fascistes ukrainiens. Et cette alliance, évidemment, ça a bouleversé la diaspora juive parce que, alors qu'ils étaient alliés, les fascistes ukrainiens ont continué à massacrer des juifs. Donc, l'organisation sioniste mondiale a voulu savoir, avoir des explications. Jabotinsky était administrateur de l'organisation sioniste mondiale. Quand on lui a demandé de s'expliquer, il a brutalement démissionné. Jabotinsky, pendant la Première Guerre mondiale, avait servi l'Empire britannique. Bon, il aimait bien faire le coup de feu, ça c'est assez clair, hein. Mais là, vous voyez le siège de son organisation. Donc, il faut savoir que euh, son organisation, il ne l'a pas créée en Ukraine, il l'a créée dans l'Italie de Mussolini, sous le haut patronage de Mussolini. Donc, c'était le Bétard. Le Bétard qui est aujourd'hui, existe encore aujourd'hui, et est toujours une milice, en fait. Et c'est aussi un club de foot qui appartient à cette milice. Là, les sionistes révisionnistes ont continué euh, à prêcher le, le fascisme durant toute la guerre mondiale. Donc ils ont lutté contre les Alliés pendant toute la guerre mondiale. Ils ont même entretenu des relations directes avec Adolf Eichmann jusqu'à la chute du Reich. Donc ces juifs-là, sans aucun doute, sont au minimum complices de ceux qui ont commis la Shoah. Pourtant, après la guerre mondiale, les sionistes révisionnistes sont entrés au gouvernement en Israël. Alors, vous savez que ce moment était très... il y a eu énormément de batailles internes dans la communauté juive en Israël, et les sionistes révisionnistes ont continué à lutter contre les Britanniques après la guerre mondiale, puisque ce sont eux qui ont fait sauter le quartier général britannique à l'hôtel King David, et ce sont eux qui sont allés assassiner en Égypte le ministre des colonies britanniques. Alors je ne vous dis pas que les Britanniques avaient raison, mais aller assassiner un ministre anglais en Égypte, il fallait quand même y penser. Donc Jabotinsky étant mort, c'est Yitzhak Shamir qui l'a remplacé. D'abord, Yitzhak Shamir a été un des responsables du Mossad. Il a fait plein de choses là-bas, notamment c'est lui qui a organisé la répression en Iran avec le Shah d'Iran lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni ont renversé Mossadegh qui voulait nationaliser le pétrole, donc ils l'ont renversé. Et ils ont mis à la place de Mossadegh un premier ministre qui était un nazi authentique, qui avait été emprisonné par les Britanniques et qu'on a fait sortir de prison pour en faire le premier ministre iranien. Et Yitzhak Shamir a organisé la SAVAK, qui était la police la plus répressive du monde à son époque. Il a organisé ça avec d'anciens nazis et comprenait que le problème actuel d'Israël avec l'Iran ne repose pas sur du vent, mais sur l'expérience des uns et des autres. Là, vous voyez Monsieur Shamir avec son successeur que vous avez reconnu, Monsieur Netanyahou. Alors, Yitzhak Shamir est devenu Premier ministre et lorsqu'il y a eu des négociations à Madrid organisées par George Bush père pour résoudre le conflit en Palestine, la délégation syrienne qui était à cette conférence a diffusé la photocopie de ce tract, qui est un tract britannique des gens que les Britanniques recherchaient
à la fin de leur mandat en Palestine, dont Yitzhak Shamir. Alors, lorsque Jabotinsky a vu la Seconde Guerre mondiale se déclencher, il a quitté les territoires des Alliés et il est allé se réfugier aux États-Unis puisque les États-Unis étaient un pays neutre. Il y est allé avec un secrétaire particulier qui faisait tout pour lui. Et c'était Benson Netanyahou, le père de Benjamin Netanyahou. Donc aujourd'hui, Benjamin Netanyahou voue un culte constant à Jabotinsky. Et j'insiste sur le fait que lorsque Jabotinsky est mort, les gouvernements d'Israël successifs ont refusé que ses cendres soient ramenées en Israël. Finalement, ça s'est fait, mais c'est pour dire que la réhabilitation de Jabotinsky a été très tardive. Aujourd'hui, le mouvement des sionistes révisionnistes est surtout dirigé par un États-Unien. Il a la double nationalité, à la fois états-unien et israélien, Monsieur Elliot Abrams. C'est quelqu'un qui a un très lourd passé, puisqu'il avait été condamné dans l'affaire de l'Iran Gate, toujours l'Iran, hein, ça les obsède. D'où, parce que ici personne ne l'a vu, mais c'est qu'il est là. Elliot Abrams, c'est lui qui a entièrement financé la dernière campagne de Benjamin Netanyahou et sa tentative de coup d'État. Il n'y a pas de constitution en Israël, il y a des lois fondamentales. Et Benjamin Netanyahou est en train de changer ces lois fondamentales pour installer une dictature en Israël. Donc c'est lui qui dirige ça et lui il dirige ça de l'extérieur, tandis que à l'intérieur du gouvernement israélien, euh, c'est Nathan Sharansky qui dirige les opérations. Alors lui, c'est pareil, on ne le voit pas, mais il est très présent. C'est lui qui dirige la totalité de la propagande de l'État israélien à l'étranger. Vous savez qu'il y a tout un dispositif, énormément d'associations, des agents israéliens qui sont présents dans des grands médias et qui relayent la parole officielle de l'État d'Israël en masquant la présence des sionistes révisionnistes au pouvoir. Alors Nathan Sharansky, c'est un Ukrainien, lui aussi, et il a, il a, il a participé aussi au gouvernement en Israël, aux États-Unis. Il était très proche de Ronald Reagan et il a reçu la médaille du Congrès, etc. Enfin bon, beaucoup d'honneur aux États-Unis. Et il a été ministre en Israël. Et aujourd'hui, pour l'État israélien, il dirige la propagande extérieure.
Là, vous le voyez avec son ami, Monsieur Zelensky, dont nous reparlerons plus tard. Donc, il y a de manière visible dans ce gouvernement deux autres personnalités sionistes révisionnistes qui ne se réclament pas directement de, de Jabotinsky, mais d'un rabbin qui a vécu aux États-Unis, qui a commis des attentats aux États-Unis, qui est devenu pas ministre, député en Israël. On a donc alors voté une loi pour l'expulser de la Knesset, du Parlement, et, et à l'extérieur du Parlement, il a continué à divulguer un message de haine en disant que les Juifs et les Arabes ne pouvaient pas vivre ensemble et qu'il fallait expulser la totalité des Arabes du territoire israélien. Donc là, alors ce rabbin aux États-Unis était financé par Yitzhak Shamir. Donc c'est bien la même lignée, c'est pas seulement la même idéologie, mais ce sont vraiment des gens qui se sont tous aidés. Hein. Donc vous avez Monsieur Ben Grief, qui est maintenant le ministre de la Sécurité nationale en Israël, et vous avez Monsieur Smotrich, qui est le ministre des Finances. Donc eux, ils continuent à dire que les Juifs et les Arabes ne peuvent pas vivre ensemble. Ce ne sont pas des races compatibles. Vous avez aussi, ça c'est le président de la commission des lois, c'est celui qui est en train d'organiser le, la, la- la prise de pouvoir légale par les fascistes en Israël. Et alors je disais que euh, ces gens véhiculent une haine constante vis-à-vis des autres, mais ils pratiquent aussi les mêmes choses que les mouvements fascistes de la Deuxième Guerre mondiale, puisque vous le voyez aujourd'hui à Gaza, ils, alors ils disent qu'ils cherchent à détruire le Hamas, mais vous voyez qu'en fait, ils ont à l'heure actuelle directement tué 50 000 Palestiniens et au total, si on compte les gens qui sont morts de faim, ceux qui sont morts pendant les déplacements, ceux qui sont morts parce qu'on ne pouvait pas les soigner, etc., ils ont tué environ 200 000 personnes d'après The Lancet. Et ils pratiquent la torture. Donc là, ils ont créé un centre de torture en Israël. Là, cette photo n'a pas été prise dans le centre de torture, c'est une reconstitution qui a été faite par CNN. Donc, ce que je dis est parfaitement public. Hein. Il n'y a rien qui soit original. La seule originalité, c'est que je mets les choses les unes à côté des autres. À côté de ces sionistes révisionnistes, dont on commence maintenant à dire que, effectivement, ce qu'ils font est atroce. Vous savez, actuellement, il y a un mouvement de rébellion en Israël. Il y a eu une série de pétitions d'unités militaires, les unes après les autres, puis après des professions entières qui ont publié des pétitions. Et puis au moment où nous parlons, il y a environ la moitié des réservistes qui sont des insoumis maintenant. Ils refusent de répondre aux convocations sous les drapeaux. Environ la moitié. C'est le chiffre que donne Haaretz, c'est pas moi. Hein. Donc les nationalistes intégraux, c'est un mouvement qui a surgi en Ukraine pendant l'entre-deux-guerres, qui a été organisé par un poète et un critique littéraire. Donc lui, c'est pas un critique de tableau, c'est un critique de poèmes. Mais comme dans l'exemple italien, il va
développer un imaginaire qui est proprement fasciste et qui va progressivement demander qu'on applique cet imaginaire. Lui, il s'inspire des, euh, des épopées vikings et il pense que une partie des Ukrainiens sont les descendants des Varegs, un peuple viking. Donc, il a un ennemi, ce sont les Russes, et un deuxième ennemi, ce sont les Juifs. Alors, pourquoi les Russes? Parce que l'Ukraine a été progressivement annexée par la Russie. Et pourquoi les Juifs? À cause de l'Empire khazar dont je parlais tout à l'heure. Et parce que lorsque les Soviétiques se sont constitués, la police soviétique, en Ukraine tout au moins, mais dans une grande partie de l'Union soviétique, la police était tenue par énormément de juifs. Donc il y a une confusion dans sa tête entre cette ethnie juive et les moscovites. Donc ce monsieur Donsov, là, qui a pensé cette chose-là, rencontre Jabotinsky et ils font affaire ensemble. Jabotinsky signe un traité avec le chef du gouvernement provisoire de ce qui était alors l'Ukraine, qui n'est pas du tout l'Ukraine actuelle, mais bon, ça s'appelait Ukraine, ok. Et donc, lorsque le gouvernement de cette première Ukraine s'effondre, Donsov fuit à l'étranger, il s'installe en Suisse, il devient agent du Deuxième Reich allemand, de l'empereur Guillaume II. Il reçoit un salaire mensuel pour éditer des journaux depuis la Suisse, qu'il édite en plusieurs langues d'ailleurs, où il développe ses fantasmes des Varegs qui vont lutter contre les Soviétiques. Et pour l'Empire allemand, c'est fondamental de lutter contre les Soviétiques. Mais lorsque les, les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne, spontanément, Donsov continue son travail pour les services secrets allemands du Troisième Reich cette fois-ci, il n'a aucun problème. Il change quelques petites choses dans ses écrits, mais pas grand-chose. Et lorsque les troupes allemandes entrent dans l'Ukraine soviétique, Donsov parle d'une libération. L'arrivée des nazis, c'est la libération de l'Ukraine. Et d'ailleurs, voici, c'est très rare, une photo ici de la cérémonie de proclamation du nouvel État. Donc vous pouvez voir que au centre en haut, vous avez un portrait d'Adolf Hitler et ici, vous avez un portrait de Stepan Bandera qui est le chef de la milice de Donsov. Donsov, c'est le penseur, mais il a autour de lui un type qui est le gros bras qui dirige des miliciens et c'est Stepan Bandera. Puis là, il y a un autre personnage qui est un autre nationaliste ukrainien à leur manière de voir le nationalisme. Donc j'insiste sur cette photo parce que après la guerre mondiale, les nationalistes intégraux ukrainiens ont publié des livres en expliquant que Stepan Bandera avait lutté contre les nazis.
Donc vous pouvez voir que ça n'est pas vrai. C'est lui qui les a accueillis et les nazis l'ont installé au pouvoir et ils ont installé aussi un Premier ministre dont je parlerai tout à l'heure. Mais il est vrai que euh, il y a eu à un moment un conflit au sein du gouvernement nazi du Troisième Reich et que Stepan Bandera a été arrêté par un groupe de nazis qui l'a emmené à Berlin. Alors on dit qu'il a été emprisonné dans un camp de concentration. Ça, c'est une histoire bien amusante parce qu'en fait, il était logé au siège, à l'administration des camps de concentration. C'est pas tout à fait pareil. Il n'a jamais souffert pendant la guerre mondiale, cet homme-là. Et Donsov, lui, euh, Donsov, pendant la guerre mondiale, a quitté l'Ukraine. Donc, les Ukrainiens ne savent pas où il était, mais c'est pourtant simple. Il était à Prague, où il était devenu administrateur de l'Institut Reinhard Heydrich. C'est l'organisation qui a été chargée par Adolf Hitler d'organiser le massacre des civils des races inférieures, essentiellement les juifs et les tziganes. Donc il en était un des administrateurs. C'est un des hommes qui a organisé la Shoah. Et pas seulement la Shoah, puisqu'il y a eu bien d'autres martyrs. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a terminé, les nationalistes intégraux ont été récupérés par les Britanniques et par les États-Unis. Donc Stepan Bandera, que vous voyez là, est allé travailler pour la CIA à Munich, où il parlait sur Radio Liberty, Radio Free Europe. Il a travaillé dans cette station avec d'autres criminels. Tous ces gens-là auraient dû être jugés à Nuremberg. Mais non, ils ont été employés par les Alliés. Donsov, lui, s'est réfugié au Canada. Et d'ailleurs, Bandera est allé le voir au Canada. Mais il circulait librement. Il est allé le voir au Canada en lui demandant de revenir pour aider l'Ukraine asservie par les méchants soviétiques. Et Donsov a refusé en disant qu'il n'était pas là pour se battre, pour faire le coup de feu, mais qu'il allait continuer à inspirer leur mouvement. Et en définitive, Donsov est mort officiellement au Canada, mais probablement aux États-Unis, où il y avait une petite ville où dans le Vermont, où la CIA avait ramené tous les anciens nazis ukrainiens. Donc il y a même des monuments nazis ukrainiens dans cette ville aujourd'hui. Donc Stepan Bandera a été assassiné par le KGB à Munich. C'est normal, hein, puisque il dirigeait des opérations militaires en Union soviétique depuis Munich. Donc, le premier ministre des nationalistes intégraux, que vous voyez ici, est devenu son successeur à la tête du mouvement nationaliste intégral. Et ce monsieur a créé une alliance avec les impérialistes japonais pour
prolongé la guerre mondiale. Là, vous le voyez avec son collègue chinois, Chiang Kai-shek. Ensemble, ils ont créé une organisation extrêmement importante qui a, en fait, été la colonne vertébrale de la guerre froide. On vous raconte toujours que la guerre froide, c'est les États-Unis contre l'Union soviétique. Moi, je pense que la guerre froide, c'est d'abord l'œuvre de cette organisation, la Ligue anticommuniste mondiale, de Chiang Kai-shek et de M. Stefko. Alors, M. Stefko avait une aimable épouse, et lorsqu'il est mort, son aimable épouse a pris sa succession. Donc là, vous la voyez avec Chiang Kai-shek, une fois de plus, et le système continue toujours. Donc, Madame Stefko vivait à Munich jusqu'à ce que l'Ukraine soit indépendante à la dissolution de l'Union soviétique. Elle s'est fait élire dès la première élection parlementaire. Mais son élection comme députée a été annulée parce qu'elle n'avait plus la citoyenneté ukrainienne qui lui avait été retirée par les soviétiques en raison de sa responsabilité dans les massacres de soviétiques, mais des massacres d'Ukrainiens, puisque elle et son mari ont supervisé le massacre de 7 millions d'Ukrainiens quand même. Donc cette charmante dame s'est fait élire légalement à la deuxième session parlementaire. Et comme c'est une vieille dame, c'est elle qui a prononcé le discours d'ouverture de la session. Donc je ne sais pas si vous voyez ce genre de choses que ça signifie quand même. Imaginez la femme de Léon Degrelle qui ouvre le Parlement chez vous, quoi. Les nationalistes intégraux dans l'Ukraine indépendante ont continué à lutter contre tout ce qui était russe. Et pour ça, celui qui était devenu leur chef militaire a organisé, avec l'aide de la CIA, un congrès à l'ouest de l'Ukraine, où il a invité toutes les organisations qui luttaient contre les Russes, spécialement les organisations de djihadistes. Donc il devait ouvrir ce congrès avec le chef de l'insurrection tchétchène, mais il n'a pas pu venir puisque il ne pouvait pas se déplacer. Et donc ce monsieur qui est aujourd'hui mort, il a été tué par les Russes et les Français en Tchétchénie. Ce monsieur a envoyé un message de soutien à ce congrès et il y avait des représentants de toutes les organisations djihadistes du Caucase qui étaient là. Aujourd'hui, le souvenir de Dontsov est partout présent en Ukraine. Là, vous voyez l'agence de presse ukrainienne, Ukrinform. Sur la devanture de l'agence, vous avez une plaque commémorative avec le portrait de Monsieur Dontsov. Parce qu'en fait, c'est lui qui a créé cette agence de presse, qui est aujourd'hui la principale source d'information sur ce qui se passe en Ukraine.
En Ukraine, il y a actuellement plusieurs centaines de monuments à la gloire de Stepan Bandera ou de Dmitro Dontsov. Vous pouvez voir, c'est pas forcément des petits monuments. Vous en avez qui sont énormes. Bon, il y en a qui sont petits, c'est sûr. Mais lorsque les Russes réclament la dénazification de l'Ukraine, ils parlent de choses réelles. On nous dit ici que ça compte pas, mais pour eux ça compte et on les comprend, puisque beaucoup de soldats soviétiques sont morts, tués par ces gens-là. Et ça, c'est l'enterrement d'un officier SS avec la garde personnelle de M. Zelensky qui vient lui rendre les honneurs. Donc la garde personnelle a été envoyée par le président Zelensky. Il n'est pas arrivé là comme ça. Hein. Oui, les, la- les, les nationalistes intégraux, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avaient été forcés de quitter l'Ukraine et la plupart se sont réfugiés au Canada. Alors, pourquoi au Canada? Parce que le Premier ministre du Canada, le Canada qui est un dominion britannique, donc il y a un roi, c'est le roi d'Angleterre qui est roi du Canada. Donc le Canada avait un Premier ministre qui était nazi en fait. Et ce Premier ministre est resté en fonction durant toute la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était nazi. Là, on le voit quand il rend visite à Adolf Hitler juste avant le déclenchement de la guerre. Lorsque il y a eu le débarquement allié, ce Premier ministre est allé en Angleterre pour saluer ses troupes et il a été hué par toutes ses troupes et par les troupes britanniques. Parce que tout le monde savait qu'il était nazi. L'actuel numéro 2 du gouvernement canadien est une nationaliste intégrale ukrainienne. Elle a une origine ukrainienne et elle est devenue la vice-première ministre de monsieur Trudeau, voilà, et elle soutient aujourd'hui son successeur. Donc là, on la voit qui participe à des manifestations en faveur de l'Ukraine. Il faut savoir qu'elle a participé à l'écriture, elle a fait ça pendant plusieurs années, hein, à plein temps. Elle participait à l'écriture de l'Encyclopédie de l'Ukraine, qui est un ouvrage révisionniste qui donne la vision fasciste de ce qui s'est passé en Ukraine pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'elle a été interdite d'accès en Russie avant de devenir ministre. Hein. Là, vous la voyez avec son ami Zelensky. Et c'est elle qui a organisé cette chose incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque M. Zelensky est allé au Canada, il a été reçu au Parlement et le président du Parlement a fait applaudir un militant ukrainien présent dans les tribunes, ce monsieur, qui est un ancien SS, qui a participé à des crimes atroces en Ukraine et en Slovaquie. Donc vous voyez, tout le monde l'applaudit, y compris les militaires de l'OTAN qui sont là. Et M. Zelensky qui brandit le poing tellement il en est fier. Donc la vice-première ministre se trouve à l'arrière. M. Zelensky est avec sa femme. Donc, quand je dis qu'il y a aujourd'hui un problème, ça n'est pas, je ne vous parle pas de gens qui hurlent Adolf Hitler dans un coin en buvant une bière. Je vous parle de gens qui sont
des vrais fascistes, des gens qui participent à des crimes monstrueux sous nos yeux et qui les développent sous nos yeux. Ça, c'est pour vous dire que les nationalistes intégraux aujourd'hui ont constitué des unités très puissantes dans leur pays. Alors on parle évidemment le régiment Azov, mais c'en est qu'une, il y en a d'autres. Et ils ont constitué un ordre secret, vous voyez là cet ordre, Centuria, qui s'est infiltré dans toutes les armées de l'OTAN. Je ne sais pas s'il est présent en Belgique, mais en tout cas il est déjà présent en France. Donc il est extrêmement grave de tolérer ce genre de choses. Si vous vous retrouvez, en France, il est présent dans la gendarmerie. Si vous vous trouvez avec des gendarmes qui sont membres de cette organisation, vous devez plutôt craindre le gendarme qu'avoir besoin de lui. Maintenant, je voudrais vous parler des Straussiens. Donc, au moment en fait où Adolf Hitler se prenait le pouvoir, juste avant, un professeur de philosophie allemand, qui était un fasciste lui aussi, Léo Strauss, mais qui était un juif. Donc, il était fasciste, mais il ne pouvait pas lutter avec les nazis. Donc, ce monsieur Léo Strauss a quitté l'Allemagne, est allé en France, en Angleterre, et finalement, il s'est installé aux États-Unis, où il est devenu professeur de philosophie, et il a entretenu des liens épistolaires avec les différents dirigeants nazis, et bien sûr, avec les penseurs nazis de son époque. Donc, ce monsieur Léo Strauss, dont vous pouvez trouver les ouvrages dans toutes les librairies, puisque c'est un historien de la philosophie, en fait. Ce monsieur Léo Strauss a formé certains de ses élèves. Il choisissait des élèves avec qui il pouvait partager ses opinions politiques. Et il ne choisissait parmi ses élèves que des juifs pour leur dire ce qu'ils pensaient. Donc il a constitué un petit groupe. Il appelait ces gens-là ses hoplites, parce que les hoplites, c'est les guerriers de Sparte. Donc il leur expliquait que s'ils voulaient survivre à la prochaine Shoah, ils n'avaient qu'un moyen. Au lieu de subir une dictature, ils devaient la créer eux-mêmes. Ce monsieur, son groupe a été ridiculisé par Hollywood dans le film Docteur Folamour. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais ça parle du groupe qui fait la bombe atomique aux États-Unis, et on montre très clairement il y a énormément de choses à l'écran qui montrent qu'il s'agit du groupe de Léo Strauss, qui est critiqué ainsi. La seule personnalité que vous connaissez probablement qui a directement connu Léo Strauss, qui a suivi ses cours, c'est Paul Wolfowitz, qui est devenu le numéro 2 du Pentagone sous George Bush. Donc Paul Wolfowitz avait ça doit être en 92, je crois, il avait organisé à Washington un congrès avec les nationalistes intégraux ukrainiens. Il y était allé, ainsi que
Monsieur Brzezinski, qui est le géopoliticien du parti adverse des démocrates. Une autre personne qui est sortie de ce groupe de Léo Strauss, c'est Richard Pearl, celui qu'on appelle le prince des ténèbres, qui est il est devenu le président du groupe qui, au Pentagone, devait déterminer la politique à suivre. Donc, c'est lui, par exemple, qui avait demandé que l'on bombarde l'Arabie Saoudite. C'est lui aussi qui est apparu à la télévision française en 2002 pour dire que Jacques Chirac avait eu le tort d'accorder du crédit à ce que j'avais écrit sur le 11 septembre et qu'il allait le payer. Il est apparu au journal télévisé de France 2 pour dire ça. Je vous dis, apparaître au journal télévisé de France 2, ça suppose que vous ayez des complices à l'intérieur. Vous avez aussi Monsieur Kagan, qui est lui un grand historien. Alors, je ne sais pas s'il a connu ou pas Léo Strauss, mais Monsieur Kagan a créé une organisation où il a regroupé tous les élèves de Léo Strauss juste avant le mandat de George Bush le second. Et cette organisation c'est elle qui a ramassé les fonds pour la campagne de George Bush Jr. Mais elle est connue pour avoir publié un rapport dans lequel il est dit qu'il faut réveiller l'Amérique en provoquant un traumatisme comparable à Pearl Harbor. Tous les gens qui ont participé à l'écriture de ce document, nous les trouvons dans une position très particulière le jour du 11 septembre 2001. La femme de Monsieur Kagan, c'est Victoria Nuland, que vous connaissez aussi, puisque elle était ici ambassadrice à l'OTAN, mais elle est surtout connue pour avoir organisé différentes révolutions colorées et coups d'État. Là, on la voit sur la place Maïdan en 2014, où elle organise la prise de pouvoir par les nationalistes intégraux ukrainiens. C'est-à-dire le renversement du président démocratiquement élu. Alors on vous raconte que ce président était pro-russe, ce qui n'est pas vrai du tout, mais il n'était pas pro-états-unien, ça c'est sûr. Il jouait entre les deux en permanence. Vous avez aussi un intellectuel, Bernard Lewis, qui a joint ce groupe. Bernard Lewis était un grand historien et philosophe. C'est un Britannique au départ. Il a appartenu pendant la Deuxième Guerre mondiale au service secret britannique, puis il est allé aux États-Unis. Il a appartenu au service secret états-unien. Il est devenu membre du Conseil national de sécurité aux États-Unis. C'est lui qui a inventé le concept de clash des civilisations, qu'il a rendu public par le biais de son assistant, qui a publié un livre sur le clash des civilisations, mais quand son assistant a publié ce livre, il a prétendu que le clash des civilisations, c'était quelque chose d'inéluctable. Alors que lorsque
Bernard Lewis était au Conseil national de sécurité des États-Unis, il disait que le clash des civilisations, c'est une stratégie qui nous permettra d'éliminer nos adversaires les uns après les autres. Donc, pour commencer, nous devons utiliser les djihadistes contre les soviétiques, disait-il. Et après ça, il est devenu israélien, il est devenu conseiller de Benjamin Netanyahou lorsque celui-ci était ambassadeur aux Nations Unies. Vous avez ici un autre personnage dont j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi il a rejoint ce groupe. C'est le secrétaire d'État de Joe Biden. Alors lui, vraiment, je ne m'explique pas ça parce que son père adoptif, il a vécu en France. Son père adoptif est un très grand avocat juif qui a survécu au camp de concentration et son père a toujours professé l'égalité entre les hommes, mais vous avez pu voir que lui a changé de camp. Et un autre dont je voudrais parler, c'était le conseiller de Donald Rumsfeld. Vous savez, Donald Rumsfeld, c'était le secrétaire à la défense, le patron de Paul Wolfowitz, mais il était sous les ordres de George Bush Jr. Et il avait donc Rumsfeld avait un conseiller pour les questions de santé, la santé de ses soldats. Donc c'était le docteur Anthony Fauci. Et oui, mais vous savez, le monde est tout petit, tout petit. Donc Paul Wolfowitz lui avait demandé un rapport sur qu'est-ce que l'on fait s'il y a une attaque biologique des djihadistes contre les États-Unis. Donc, c'est-à-dire si nous organisons une attaque biologique aux États-Unis, c'est ce que ça veut dire. Hein. Bon, donc, Anthony Fauci a écrit un rapport avec un autre médecin, le docteur Hatchett. Donc, Anthony Fauci, vous le connaissez aujourd'hui parce que il est devenu l'homme de référence aux États-Unis sur la question du Covid. Et le docteur Hatchett est devenu le président de l'Alliance mondiale pour les vaccins, qui a organisé la diffusion des prétendus vaccins contre le Covid, qui sont en fait pas des vaccins, mais des médicaments ARN messagers. C'est ces gens-là qui ont organisé ça. Il faut savoir que jamais auparavant, personne n'avait envisagé que l'on confine des personnes saines, c'est contraire à tout l'esprit médical, mais Anthony Fauci avait dit que s'il y avait une attaque biologique aux États-Unis, il fallait suivre la même procédure que si c'était une attaque biologique contre une base militaire des États-Unis à l'étranger. Et les bases militaires des États-Unis, elles sont faites pour vivre en autarcie. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons hérité du confinement en Europe. Un petit mot sur les impérialistes japonais. Alors, vous ne les voyez pas à l'œuvre parce que d'abord, vous savez pas trop ce qui s'est passé au Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est très loin de chez nous. Mais les armées impériales ont commis d'abord des crimes de guerre, surtout en Chine avec le massacre de Nankin. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été violées et tuées en quelques jours. Et
ceci ça s'est passé dans des conditions qui ont même surpris les nazis qui étaient présents sur place, et le, 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 le consul nazi à Nankin a essayé de protéger des Chinois de ce qui se passait. Mais probablement alors d'abord ce mouvement des impérialistes japonais, ça a surgi d'abord comme les fascistes en Europe. Au début, c'est pas des gens méchants du tout. Là, c'est un homme qui a fait une synthèse entre des arts martiaux et qui a pensé une voie pour le développement personnel, la voie du Bouddha. Mais en fait, il s'est agi de suivre les instructions de sa hiérarchie d'une manière fanatique. Et euh, le service de santé de l'armée japonaise est célèbre pour avoir fait ce que euh, même les médecins nazis n'ont pas fait. Donc, ils ont créé une unité pour faire avancer la science, qui a procédé à des dissections de personnes vivantes. Et c'est pas une ou deux, hein, c'est par centaines. Hein. Parmi les gens qui ont soutenu ces horreurs, il y avait un certain Sasakawa, qui était un malfrat en fait. Il y a toujours eu euh, une importance des organisations criminelles au Japon et un mélange avec le pouvoir politique. Donc ce monsieur Sasakawa a assisté à différentes dissections et à la fin de la guerre mondiale, les États-Unis l'ont chargé alors lui, pareil, il aurait dû être jugé au tribunal de Tokyo comme les Européens à Nuremberg. Il y a eu un tribunal à Tokyo, mais en fait, aucun des vrais responsables des crimes japonais n'a été jugé à Tokyo. Et ce monsieur a créé le Parti démocratique libéral qui est aujourd'hui au pouvoir au Japon. Là, vous voyez son portrait, c'est ce buste qui orne le hall de l'Organisation mondiale de la santé. C'est normal, il a fait avancer la science. Actuellement, c'est comme ça, l'Organisation mondiale de la santé. Vous pouvez y aller à Genève. Alors, je disais que après la guerre, ces gens ont organisé la Ligue anticommuniste mondiale avec, d'une part, les gens de Tsetsko, les nationalistes intégraux ukrainiens, et puis les gens de Chiang Kai-shek et de Sasakawa. Donc tout ça, ça a créé cette organisation qui était en fait au plan militaire dirigée par le major Singlaub pour le compte de la CIA. Donc cette organisation a eu deux écoles, une à Panama et une à Taïwan, dans lesquelles étaient donnés des cours de torture. C'est ce que vous avez vu dans le film de Costa Gavras, État de siège. Donc il y avait deux écoles. Costa Gavras ne montre que celle du Panama, mais il y en avait une autre à Taïwan. Ça a duré pendant toute la guerre froide. Cette organisation tenait des congrès importants avec des délégations du monde entier. Voilà. En 73, il y avait ces 7 chefs d'État
qui ont participé à la réunion de 73. Donc, ce dont nous parlons, c'est tout sauf des anecdotes. Il y a des peuples qui ont souffert derrière. Et le- la guerre en Afghanistan contre les Soviétiques a été animée par ce groupe. Ça n'a pas pris d'ampleur tout seul. Ce ne sont pas les Afghans qui ont fait fuir les Soviétiques. Et donc la Ligue anticommuniste mondiale avait choisi l'un de ses membres, un milliardaire saoudien, Osama Ben Laden, dont elle a fait un chef djihadiste. Alors comment on transforme un milliardaire qui vivait dans la jet-set en chef djihadiste? C'est une opération de communication, mais ça a fonctionné apparemment. Là, c'est une photo de Monsieur Stetsko avec le vice-président des États-Unis, à l'époque où il est vice-président, George Bush, le père. Et vous savez, la, la Ligue anticommuniste mondiale s'est beaucoup appuyée sur la secte Moon. Alors, Monsieur Moon en était membre, mais parce que cette secte disposait de moyens considérables et avait construit des usines d'armement qui permettaient de financer toutes les opérations secrètes en Asie. Toutes les opérations secrètes. Hein. Lorsque l'avant-dernier Premier ministre, non, avant-dernier Premier ministre japonais a été assassiné, au début, personne n'a rien dit. Mais très vite, on a su pourquoi il avait été assassiné, Monsieur Abe. En fait, il était tué par quelqu'un qui avait souffert des œuvres de la secte Moon. Et cette personne savait avec certitude que le Premier ministre, Monsieur Abe, était en fait un homme dont la carrière avait été entièrement financée par la secte Moon. Donc en fait par la Ligue anticommuniste mondiale. Il y a eu il y a 2 ans, un énorme scandale au Japon dont on n'a pas du tout parlé en Europe, mais on a découvert que quelques parlementaires, tous du même parti, du parti au pouvoir, du parti de Monsieur Abe, avaient touché au total en 2 ans, un demi-milliard de dollars, un demi-milliard de dollars de pots de vin. Alors, on ne sait pas qui a donné ces pots de vin, c'est toujours un secret. Mais il semble que cet argent, c'est l'argent de la Ligue anticommuniste mondiale versé par la secte Moon. Et l'actuel Premier ministre est un impérialiste au japonais au sens historique du terme. Il a chez lui la plus grande collection de militaria de cette époque, c'est-à-dire de souvenirs militaires de l'impérialisme japonais et des crimes commis par ces impérialistes en Asie. Donc, pour le moment, vous ne l'avez pas entendu faire de grandes déclarations. Hein. Il a pas dit qu'il voulait
qui voulait attaquer l'autre pays, tout ça, mais si lui ne prend pas position, il y a des membres de ce gouvernement qui vont euh, prier les criminels de guerre japonais dans un monastère shinto où ils sont enterrés, et des membres de son cabinet qui sont en train de réécrire l'histoire du Japon. Donc, on est en train de changer des musées nationaux et de commencer au Japon le travail qui a été fait pendant les 20 dernières années, les 30 dernières années en Ukraine. Donc, par exemple, on supprime les mentions du massacre de Nankin, où là, il y a une ancienne mine de sel que le gouvernement a fait reconnaître comme au patrimoine mondial de l'UNESCO, et on efface dans cette mine de sel tous les souvenirs des esclaves coréens que les impérialistes japonais ont exploités à cet endroit-là. Vous savez, ils avaient des esclaves. Donc, un dernier mot maintenant sur les méthodes de l'impérialisme anglo-saxon. Parce que vous avez ces groupes, mais comment ont-ils pu survivre jusqu'à aujourd'hui? Comment est-ce possible? Il fallait être soutenu par des gens que l'on peut regarder en face. Alors, les Britanniques ont une idée très particulière de la manière de faire de la politique. Vous savez, on dit que Lord Curzon avait l'idée qu'il fallait diviser le monde pour régner sur lui. Mais diviser pour régner, ça veut pas dire n'importe quoi. Ça veut dire que je me souviens d'un Premier ministre britannique qui m'a dit, en tête à tête, les États-Unis sont vraiment des gens qui ne savent pas y faire. C'était au moment de la guerre en Irak. Il dit, ils ont 500 000 hommes en Irak et ils sont incapables de se faire respecter. Nous, avec 50 000 hommes, nous tenions l'Empire des Indes. L'Empire des Indes, c'est l'Inde, le Pakistan occidental, le Bangladesh, la Birmanie, le Sri Lanka, et même les Émirats arabes unis, c'était l'Empire des Indes. Avec 50 000 hommes, ils tenaient tout ça, parce que ils avaient su diviser et faire que chacun se batte contre son voisin. C'est ça le fin mot de la pensée de Lord Curzon. Faire de chacun l'ennemi de l'autre et gouverner dans leur dos. Donc un mot ici sur le début de ce qui s'est passé en Palestine. On vous explique que Lord Balfour, le grand homme, a décidé qu'il y aurait un foyer juif en Palestine. En tout cas, il l'a dit au nom du gouvernement MacDonald. Donc ça, c'était en 1917. Mais 2 ans plus tôt, en 1915, Sir Herbert Samuel, que vous voyez là, qui à l'époque était un fonctionnaire du Foreign Office, avait rédigé un document pour le gouvernement en expliquant qu'il fallait créer un État juif en Palestine de manière à pouvoir mobiliser la diaspora juive au service de l'Empire de Sa Majesté.
Et dans la seconde version de ce document, parce qu'il y a 2 versions du document, il y en a une qu'on distribue partout et une qu'on tient le plus secret possible. Dans la deuxième version du document, il rajoute qu'il faudra toujours veiller à ce que cet État ne puisse pas assurer sa propre sécurité, mais qu'au contraire, il soit toujours dépendant de la couronne. Et vous pouvez remarquer qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas, puisque personne n'a de sécurité en Palestine, ni les Juifs, ni les Arabes. Alors vous pouvez accuser les Juifs ou les Arabes selon votre préférence, mais pensez que pendant presque un siècle, cette chose-là dure, c'est difficile d'en rendre directement les gens responsables. Donc Sir Herbert Samuel est devenu par la suite le haut commissaire de l'Empire britannique dans la Palestine mandataire. Et en tant que haut commissaire de l'Empire britannique, c'est lui qui a choisi et a désigné le nouveau grand moufti de Jérusalem. Donc, j'insiste sur ce point parce que on nous dit que ça n'est pas vrai, que les Britanniques ne sont pas à l'origine du conflit. C'est eux qui l'ont créé, ce conflit. Donc, le grand moufti de Jérusalem est allé voir Adolf Hitler, c'est lui qui a mobilisé les musulmans dans les Balkans, qui les a fait rentrer à la SS, etc. Donc, en fait, ce sont les Britanniques qui ont récolté les fruits de ce qu'ils avaient semé. Les Britanniques ont aussi récupéré, c'est la grande spécialité, de très très loin, des services secrets britanniques, c'est de récupérer toutes les sectes qui traînent devant eux. Donc, quelle que soit la religion, méfiez-vous toujours. Vous avez peut-être les Britanniques derrière quand vous voyez une secte qui prospère. Donc, en Égypte, il y a eu la confrérie des frères musulmans. Donc, au début, ce sont des gens qui disent qu'ils sont contre l'Empire britannique. Peut-être l'ont-ils été, je ne sais pas. En tout cas, très rapidement, le fondateur de cette société secrète, alors c'est une société secrète au sens politique, pas au sens religieux. Les frères musulmans, c'était peut-être une religion au départ, mais aujourd'hui c'est uniquement de la politique. Donc leur fondateur a été arrêté et son gendre est devenu son successeur. Dans les pays du Moyen-Orient, les filiations sont souvent très importantes, beaucoup plus que les élections, et sont plus légitimes aux yeux des populations. Bon, donc, ce monsieur est devenu le grand chef des frères musulmans, et ici il est reçu par le président Eisenhower à la Maison-Blanche. Son organisation a été entièrement restructurée par les services secrets britanniques à la Libération. Ils ont profité du fait que le gouvernement britannique avait incarcéré le chef de la confrérie et plusieurs membres de son conseil d'administration pour désigner de nouveaux dirigeants. Ils ont récupéré le titre et
c'est devenu directement une excroissance du MI6 britannique. Donc les frères musulmans ont, ont récupéré ils ont été réorganisés sur le modèle de la Grande Loge unie d'Angleterre. C'est très facile à voir. D'ailleurs, le rituel est pareil. Alors, au lieu de jurer sur la Bible, on jure sur le Coran, mais on met des sabres devant, etc. Bon, bref, c'est le même folklore, mais mis au goût de l'époque et de la civilisation des gens à qui on s'adresse. Donc, cette organisation a été utilisée pour euh, différents assassinats politiques. Donc en fait, on a créé un sous-groupe de la confrérie, une milice qui a été chargée de ces assassinats politiques. Alors en Égypte, ces deux choses étaient clairement liées, alors que dans le reste du monde, quand on a exporté la confrérie dans d'autres pays, on a veillé à ce que ce soit deux choses distinctes. Mais ce groupe a par exemple assassiné le président Anwar el-Sadat. Alors, parce que le président Sadat avait le projet de rétablir le califat et d'être proclamé calife de tous les musulmans. Vous savez, le calife, c'est le successeur politique, non pas religieux du tout, et certainement pas spirituel, le successeur politique du royaume dont Mahomet était le chef d'État, en fait. Donc, Monsieur Brzezinski, lorsqu'il était le conseiller de sécurité de Jimmy Carter, a eu l'idée d'utiliser la confrérie des frères musulmans pour lutter aux côtés des, des Afghans contre les Soviétiques. Alors bon, je rappelle que jamais l'Union soviétique n'a envahi l'Afghanistan. S'il y avait un gouvernement communiste en Union soviétique qui avait appelé à l'aide l'armée rouge parce qu'il y avait une insurrection régionale contre ce gouvernement communiste. D'ailleurs, en fait, il n'y a jamais eu de gouvernement qui ait été accepté par l'ensemble des populations afghanes. C'est valable pour ce gouvernement communiste comme pour les autres gouvernements. Donc, pour lutter contre les gens que l'on a désignés comme des envahisseurs, mais qui venaient à la demande du gouvernement, qui étaient les soviétiques, Monsieur Brzezinski a donc engagé d'abord le chef de l'État du Pakistan, le général Zia, celui qui a fait pendre Bhutto, le père. Il a installé la charia partout en Afghanistan, et après il a pris Oussama Ben Laden, donc ce milliardaire saoudien, pour diriger une unité combattante en Afghanistan. Alors, Oussama Ben Laden, c'est un entrepreneur de travaux publics. Ça, la famille Ben Laden, c'est comme les Bouygues. Hein. Ils ont construit énormément de choses. Et Oussama Ben Laden était donc un technicien qui pouvait creuser, alors pas creuser en fait, agrandir des tunnels dans l'Hindoukouche. Dans les montagnes afghanes, il y a énormément de tunnels parce que les cours d'eau ont creusé des tunnels partout. Et lui savait agrandir ces tunnels pour qu'on puisse faire passer des véhicules dans ces tunnels. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Au début, quand on parlait de Monsieur Ben Laden en Occident, on en parlait comme anti-Soviet warrior, un guerrier contre les soviétiques. La presse occidentale faisait l'éloge de Monsieur Ben Laden.
Bon. Par la suite, il l'a eu comme numéro 2 avec lui, donc Monsieur Zawahiri, qui est l'homme qui a organisé l'attentat qui a tué euh, Sadat en Égypte. Il a été jugé pour ça. Ben Laden, après le retrait des soviétiques d'Afghanistan, a été utilisé dans d'autres opérations, notamment en Bosnie. Donc, il a changé le nom de ses combattants. Donc, on ne les appelait plus des Moudjahidines. On appelait ça la Légion arabe. Et là, c'est le défilé de la Légion arabe en Bosnie, dirigé par Oussama Ben Laden sous les ordres du président Izetbegovic. Président Izetbegovic qui avait comme conseiller diplomatique Richard Pearl, dont je vous ai déjà parlé, ce Straussien aux États-Unis, qu'il a représenté aux accords de Dayton, et qui avait comme conseiller médiatique Bernard-Henri Lévy. Donc, ces gens-là ne se connaissent pas, ils travaillaient juste pour la même personne, au même endroit, au même moment. Cette organisation des frères musulmans a créé des cellules dans chaque pays. Et chaque fois, il y a eu une adaptation au pays. Donc, ils ont créé une cellule en Palestine qui a pris le nom de Hamas. Au début, sur les papiers en tête du Hamas, il y avait marqué que c'était la section palestinienne de la confrérie des frères musulmans. Ça a duré jusqu'en 2015. C'était sur tous leurs papiers en tête. La confrérie étant une organisation secrète, les responsables vous disent droit dans les yeux, non, j'en suis pas membre. Si vous alliez au Caire, au siège de la confrérie, les gens qui vous ouvraient la porte, ils disaient, ah non, moi je suis pas membre, je suis employé juste ici, mais je suis pas membre. Ok. Mais ils avaient un visage public pour les masses arabes. Je sais plus. À partir de 2005, ils ont récupéré la chaîne Al Jazeera. Al Jazeera, c'est une chaîne qui avait été conçue par les frères Friedman, deux oligarques juifs, dont un est français et l'autre est canadien, et ils avaient conclu avec l'émir du Qatar la création de cette chaîne pour trouver un lieu où ils pouvaient faire discuter des Arabes et des Juifs, puisque c'était interdit en Israël. Donc, en 2005, il y a eu un revirement et cette chaîne est passée sous le contrôle des frères musulmans, avec un prédicateur qui, toutes les semaines, venait expliquer ce qu'est l'islam. Parce que vous, les musulmans, vous ne connaissez pas l'islam. Mais on va vous l'expliquer. Et ce monsieur a expliqué sur Al Jazeera que si Mahomet était vivant, il soutiendrait l'OTAN. Voilà. Donc là, vous le voyez avec un des chefs du Hamas, mais donc les Britanniques ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Lors du printemps arabe, ils ont poussé des personnalités membres de la confrérie au pouvoir dans plusieurs pays. Vous avez vu un épisode en Égypte où ils sont arrivés au pouvoir
Alors on a présenté ça comme une arrivée légale, puisque c'est arrivé par les élections. Mais je vous signale que par la suite, on a publié des correspondances qui attestent que ces élections ont été truquées, que les membres de la Commission électorale nationale ont tous subi un chantage sur eux et sur leurs familles s'ils ne déclaraient pas élu le candidat des frères musulmans. Donc c'est sous la menace qu'ils l'ont déclaré élu. Il y a eu après, l'Égypte est un pays assez étrange, mais c'est un pays qui a toujours été gouverné par des militaires depuis les pharaons. Donc lorsque il y a eu une dictature des frères musulmans et qu'on a commencé à voir au palais présidentiel d'anciens terroristes, les gens qui avaient fait les attentats de Luxor, etc., qui discutaient avec le président, c'était normal, c'était ses amis, et certains qui étaient nommés dans l'administration. Donc à ce moment-là, les gens ont commencé à manifester. Il y a 40 millions d'Égyptiens qui ont manifesté, c'est quand même pas mal. 40 millions et qui ont demandé à l'armée de reprendre le pouvoir. Donc voilà, ça c'est un vrai coup d'État, mais c'est un coup d'État pour chasser un autre coup d'État. Alors après cet épisode, euh, les, les Britanniques ont mis au pouvoir en Libye un des responsables d'Al-Qaïda en Irak, qui était un Libyen. Et donc voilà, ce monsieur, lorsqu'on a renversé Mouammar Kadhafi, s'est retrouvé le patron de la Tripolitaine. Alors, pas vraiment du reste de la Libye, parce que la Libye, en fait, c'est 3 pays en un, bon, mais il a pris le pouvoir en Tripolitaine. En Syrie, les frères musulmans ont fait alliance avec l'ancien vice-président syrien qui s'était réfugié en France parce qu'il avait commis quelques malversations. Et contrairement à ce que l'on peut dire, s'il y avait beaucoup de corruption dans l'administration en Syrie, le gouvernement Assad n'était pas spécialement corrompu. Ils ont installé une équipe au pouvoir en Tunisie avec Ghannouchi qui est allé. Alors on a mis devant un homme de gauche, alors un crétin qui a servi à masquer les choses, et les frères musulmans sont arrivés. Ils ont disposé de la majorité au Parlement. Ils ont commencé. Alors ils ont d'abord assassiné évidemment les chefs de l'opposition, hein, mais ils ont commencé après à faire voter par le Parlement des lois en faveur de l'islamisation de la société. Parce que les musulmans savent pas islamiser leur société. Voilà, il faut qu'on les y force un peu. La confrérie des frères musulmans étant un instrument d'abord du MI6, mais travaillant en lien direct avec la CIA dans toutes ses opérations. L'administration Obama a demandé que des chefs de la confrérie viennent la voir à Washington. Alors là, il y avait un petit problème parce que officiellement, les chefs de la confrérie n'ont pas le droit d'aller aux États-Unis. Ils sont sur une liste d'interdiction. Donc, on a fait venir le numéro 2 de la confrérie de l'époque, qui est ici, c'est un Soudanais, qui est venu, qui a participé à une réunion du Conseil national de sécurité des États-Unis. Donc, vous voyez ici une photographie. C'est lui-même qui a posté cette photo après. Et à l'intérieur du Conseil national de sécurité, il y a plusieurs fonctionnaires qui ont été engagés et qui étaient membres de la confrérie.
Donc c'est cette confrérie qui a, je l'expliquais, organisé Al-Qaïda, mais c'est également eux qui ont organisé Daesh. En fait, Daesh, c'est une excroissance, une deuxième étape d'Al-Qaïda qui avait la mission de créer un État à cheval sur l'Irak et la Syrie. Je dis que c'est une mission parce que vous avez un membre de l'USIP, le United States Institute of Peace, qui est un think tank du Pentagone, qui a publié, avant la création de Daesh, la carte de ce qu'allait faire Daesh. Ça a été publié dans la, la revue dominicale du Washington Post. Et Daesh a été entièrement financé d'abord par la CIA, puis lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir et qu'il a interdit à la CIA et aux États arabes de continuer à financer le terrorisme, alors la CIA, enfin, des membres de la CIA ont continué à le faire via un fonds de pension états-unien, le fonds de pension de Monsieur Kramer. Donc c'est lui qui a financé dans sa deuxième vie Daesh, non seulement au Moyen-Orient mais aussi en Afrique. Et Monsieur Kramer est devenu par la suite, devenu l'année dernière, je crois, le président du think tank de l'OTAN, le groupe de Bilderberg. Alors les États-Unis ont toujours travaillé avec les organisations djihadistes des frères musulmans. Là, vous voyez le sénateur John McCain, qui était une personnalité très importante aux États-Unis. Vous avez vu, quand il a eu des funérailles, la totalité des présidents se sont déplacés à ses funérailles. C'était la personne la plus importante politiquement aux États-Unis. Là, vous voyez John McCain en discussion avec le calife de Daesh. Alors, ça a eu lieu en Syrie. Là, vous avez le calife de Daesh. Alors, lorsque j'ai expliqué, à l'époque, je vivais en Syrie. Lorsque j'ai publié cette photo, que je l'ai commentée, on a dit que je racontais des bêtises, que c'était quelqu'un qui lui ressemblait, mais c'était un traducteur, c'était pas le calife. Bon. Sur le moment, je n'ai rien dit, mais quelques jours plus tard, John McCain a reconnu sur CNN que oui, il était en contact avec les dirigeants des organisations djihadistes, d'Al-Qaïda et de Daesh, parce que quand on lutte pour les États-Unis, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Oui, bon, je vais donc abréger en disant cette politique continue toujours, puisque ces groupes, ce sont eux qui ont organisé le problème des Rohingyas en Birmanie. Alors, vous savez que la Birmanie, c'est un État qui n'est pas du tout unitaire. Vous avez des populations différentes qui sont en guerre les unes contre les autres depuis très longtemps. Et les Britanniques ont créé une armée de libération des Rohingyas, directement affiliée aux frères musulmans. Bon, c'est le gouvernement birman a répondu d'une manière sauvage, mais il ne pouvait pas ne pas répondre. Et vous avez, il y a quelques mois, eu le renversement de la première ministre du Bangladesh, et on a installé à la place Monsieur Mohamed Younous, un grand économiste que tout le monde aime beaucoup, et qui a amené avec lui toute l'équipe des frères musulmans pour gouverner
le Bangladesh. Et vous voyez les résultats aujourd'hui dans le conflit entre l'Afghanistan et le Pakistan, puisque le Bangladesh a pris une position et aurait pu entrer en guerre si Donald Trump n'était pas intervenu. Et vous voyez Monsieur Al-Shara qui est arrivé au pouvoir en Syrie. Il a été reçu par notre excellent président Emmanuel Macron, qui a fait financer sa campagne électorale, non pas par la banque Rothschild, comme il le laisse dire, mais par Monsieur Kramer directement. J'ai publié tout ça au moment où ça a eu lieu. Vous pouvez trouver tous mes articles sur ce sujet sur mon site. Je garde tout ce que j'écris depuis maintenant 30 ans. Alors. Et donc, le protégé de Monsieur Kramer et l'autre protégé de Monsieur Kramer qui se sont réunis à Paris. Et maintenant, voilà, c'est normal. Alors, j'avais prévu de vous développer ce qu'il fallait faire, mais je n'ai plus de temps du tout. Et je vais donc vous dire que il y a aujourd'hui une conjonction particulière qui fait que les États-Unis, la Russie et la Chine ont conscience de ce dont je viens vous parler. En tout cas, certains de leurs dirigeants. Aux États-Unis, Donald Trump a fait arrêter le soutien aux djihadistes pendant son premier mandat. Aujourd'hui, il est en train de négocier différentes paix, mais vous avez pu constater que il vient de découpler l'État d'Israël des États-Unis en signant d'abord une paix séparée avec Ansar Allah au Yémen et en organisant la libération séparée aussi de l'otage états-unien du Hamas. Soit dit en passant, ce monsieur, lorsqu'il a été libéré, a accepté de prendre au téléphone Benjamin Netanyahou, mais a refusé de le rencontrer. En Russie, le gouvernement russe a parfaitement conscience de ce que les États-Unis ont organisé en Afghanistan, puis en Tchétchénie, et aujourd'hui en Ukraine. Ils demandent, leur première demande, c'est la dénazification de l'Ukraine. Pour le moment, personne ne veut entendre, mais il faudra bien regarder les choses en face. Quant à la Chine, elle voit avec inquiétude ce que fait l'organisation anticommuniste mondiale, qui a changé de nom maintenant, mais qui existe toujours et qui tient toujours un congrès annuel sous les auspices des services secrets de Taïwan. Il se trouve qu'il y a un nouveau président à Taïwan et qu'il est favorable à cette pensée. Il se heurte d'ailleurs à l'ensemble du Parlement. Les parlementaires se sont battus au Parlement contre les partisans du président. Donc, c'est dire qu'il y a des problèmes là-bas. Les gens ne sont pas aveugles. Voilà. Maintenant, je vais répondre à vos questions.